Bonjour, je m'appelle Métis et aujourd'hui, je vais vous parler du stoïcisme. Pas des citations inspirantes que vous voyez sur Instagram, pas des astuces pour mieux gérer votre stress au travail, mais de la philosophie stoïcienne dans sa forme pure. Sa métaphysique, sa vision de la nature, sa conception de la causalité, son éthique du choix, sa psychologie des émotions. Pourquoi ? Parce que pour vraiment comprendre le stoïcisme, il faut comprendre ses fondations philosophiques. Le stoïcisme n'est pas une simple collection de maximes à afficher sur votre mur. C'est un système philosophique complet, cohérent et profond, qui explique comment le monde fonctionne, quelle est notre place dans ce monde et comment vivre une vie de paix intérieure. Tout commence avec un homme, Zénon de Kition, en l'an 300 avant Jésus-Christ, à Athènes. Zénon enseigne sous un portique le Stoa Poikile, d'où vient le nom stoïcisme. Et il pose les premières pierres d'une philosophie qui va traverser 2000 ans. Commençons par le commencement, la métaphysique stoïcienne. La métaphysique, c'est l'étude de la nature fondamentale de la réalité, ce qui existe vraiment, comment les choses existent, pourquoi elles existent. Pour les stoïciens, tout commence avec un concept central, le logos. Ce terme grec est difficile à traduire en français. Il signifie à la fois la raison, la parole et l'ordre universel. Pour les stoïciens, le logos est une force rationnelle, intelligente, qui imprègne tout l'univers. C'est la raison divine qui organise le cosmos. Zénon disait « L'univers est un être vivant, doté d'une âme et d'une raison. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le monde n'est pas un chaos aléatoire. Ce n'est pas un accident cosmique sans signification. C'est un cosmos, un ordre, une structure intelligente. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous, les êtres humains ? Les stoïciens en tirent une conclusion fondamentale. Si l'univers est gouverné par une raison universelle, le logos, et que nous, les humains, possédons également une parcelle de cette raison, notre faculté rationnelle, alors vivre selon notre raison, c'est vivre en accord avec la nature. C'est la devise du stoïcisme. Mais attention, nature ici ne signifie pas retourner vivre dans la forêt ou abandonner la civilisation. Cela signifie aligner notre raison individuelle avec la raison universelle. Agir selon notre nature rationnelle, vivre comme des êtres raisonnables dans un univers raisonnable. Chrysippe, le troisième dirigeant de l'école stoïcienne, celui qui a systématisé toute la doctrine, il affirme que tout dans l'univers est interconnecté. Rien n'existe de manière isolée. Tout fait partie d'un tout organique, d'un système vivant. Cette vision holistique, cette compréhension de l'interconnexion universelle, nous amène naturellement à la deuxième partie, la physique stoïcienne et la loi de la causalité. La physique stoïcienne, c'est l'étude de la nature du monde et de ses mécanismes.
Pour les stoïciens, tout ce qui arrive a une cause. Rien n'est arbitraire, rien n'est aléatoire, rien n'est le fruit du hasard. Chrysippe développe ce qu'on appelle aujourd'hui le déterminisme causal. Imaginez une chaîne infinie de dominos. Chaque domino qui tombe fait tomber le suivant. De même, chaque événement dans l'univers est la conséquence nécessaire d'événements antérieurs. Tout est lié, tout est connecté, tout s'enchaîne. Les stoïciens appellent cela la heimarménē, le destin. Et attention, le destin stoïcien n'est pas la fatalité passive. Ce n'est pas « tout est écrit, donc je ne fais rien, je me résigne ». C'est plutôt « tout a une raison, tout s'enchaîne logiquement, et moi, je peux choisir comment y répondre ». Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, philosophe stoïcien et dramaturge, explique magnifiquement ce paradoxe apparent. Le destin guide celui qui accepte et traîne celui qui résiste. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que certaines choses vont arriver, quoi que nous fassions. Nous ne pouvons pas contrôler la pluie qui tombe. Nous ne pouvons pas contrôler la maladie qui frappe. Nous ne pouvons pas contrôler la mort qui viendra inévitablement. Mais nous pouvons contrôler notre attitude face à ces événements. Nous pouvons les accepter avec dignité, avec sérénité, avec courage, et trouver la paix intérieure, où nous pouvons les combattre inutilement, nous révolter contre l'inévitable et souffrir doublement. Une fois à cause de l'événement lui-même et une deuxième fois à cause de notre résistance mentale. Cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est le cœur, l'essence même de l'éthique stoïcienne. Et c'est justement notre troisième partie. L'éthique stoïcienne, c'est l'art de vivre correctement. L'art de vivre une vie bonne, une vie vertueuse, une vie en paix. Et elle repose sur un principe central. Épictète, ancien esclave, devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, ouvre son manuel, son livre le plus célèbre, avec ces mots. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est la dichotomie du contrôle. Le principe le plus important, le plus libérateur du stoïcisme. Ce qui dépend de nous, nos jugements, comment nous interprétons les événements, nos désirs, ce que nous choisissons de désirer ou non, nos aversions, ce que nous choisissons de fuir ou non, nos actions volontaires, nos choix, nos décisions. En résumé, notre monde intérieur, ce qui ne dépend pas de nous, notre corps. Il vieillit, il tombe malade. Nous ne le contrôlons pas totalement. Notre réputation, ce que les autres pensent de nous, les événements extérieurs, la météo, les accidents, les crises, les opinions des autres, leurs jugements, leurs critiques, la mort. Elle viendra, c'est certain. En résumé, le monde extérieur. Et Épictète continue avec une vérité brutale. Si tu te préoccupes de ce qui ne dépend pas de toi, comme si cela dépendait de toi, tu seras malheureux et troublé. Toute la souffrance humaine vient de cette confusion. Nous voulons contrôler,
ce que les autres pensent de nous. Nous voulons contrôler le temps qu'il fait. Nous voulons contrôler si nous allons tomber malades. Nous voulons contrôler combien de temps nous allons vivre. Mais tout cela ne dépend pas de nous. Alors que faisons-nous? Nous concentrons toute notre énergie, toute notre attention sur ce qui dépend réellement de nous. Nos pensées, nos jugements, nos réactions, nos choix, nos valeurs. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu, est pourtant un philosophe stoïcien qui écrit dans ses méditations: « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette réalisation, cette prise de conscience est profondément libératrice. Tu arrêtes de te battre contre l'incontrôlable. Tu concentres ton énergie sur ton monde intérieur et tu trouves la paix. Maintenant, parlons de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable. Pas l'argent, pas la santé, pas la gloire, pas le plaisir. Ces choses sont ce que les stoïciens appellent des indifférents préférables. C'est-à-dire, c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Mais ils ne sont pas essentiels au bonheur, à la paix intérieure, à une vie bonne. La vertu, elle, est essentielle. Et la vertu stoïcienne se divise en 4 vertus cardinales. La sagesse, Sophia en grec, la capacité de discerner le vrai du faux, de comprendre le monde, de faire les bons jugements. Le courage, Andreia, la force d'agir selon nos principes, même quand c'est difficile, même quand on a peur. La justice, Dikaiosine, traiter les autres avec équité, avec respect, avec bienveillance. La tempérance, Sophrosine, la modération, la maîtrise de soi, l'équilibre. Cultiver ces 4 vertus, c'est le chemin vers la paix intérieure. Mais comment gérer nos émotions au quotidien? C'est ce que la psychologie stoïcienne nous enseigne. La psychologie stoïcienne est révolutionnaire pour l'Antiquité. Elle affirme quelque chose de radical, de contre-intuitif. Les émotions ne sont pas des réactions automatiques. Ce sont des jugements. Chrysippe explique cela avec le concept d'impression, phantasia en grec, et d'assentiment, synkatathesis. Voici comment ça fonctionne. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Première étape, vous recevez une impression, une information sensorielle. Vous entendez « Tu es incompétent ». Jusque-là, c'est neutre. C'est juste du son, des mots, une information. Deuxième étape, vous donnez votre assentiment, votre accord à un jugement. Par exemple, cette personne a raison. Je suis vraiment incompétent. C'est terrible. Je suis humilié. C'est ce jugement que vous avez formulé qui crée la colère ou la tristesse ou la honte, pas l'insulte elle-même.
Épictète le dit magnifiquement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Donc, si nous apprenons à suspendre notre assentiment, à ne pas automatiquement juger les événements comme terribles ou merveilleux, nous pouvons éviter les émotions destructrices. Les stoïciens distinguent deux types d'émotions. Les passions, pathé en grec, qui sont destructrices. La colère excessive, la peur irrationnelle, le désir compulsif, la tristesse paralysante, et les bonnes émotions, eupatheiai, la joie rationnelle, la prudence raisonnable, la bonne volonté bienveillante. Le but du stoïcien n'est pas de devenir insensible, ce n'est pas de devenir un robot sans émotion, c'est d'atteindre l'apatheia, l'absence de passion destructrice, et l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Marc Aurèle pratiquait cela quotidiennement. Chaque matin, avant de commencer sa journée d'empereur, il se rappelait « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, égoïstes. Ils sont ainsi, par ignorance du bien et du mal. » Il prépare son esprit à ce qui pourrait arriver. Ainsi, quand cela arrive vraiment, il n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas troublé. Il n'est pas en colère. C'est la préméditatio malorum, la préméditation des maux, la visualisation négative. Mais comment mettre tout cela en pratique au quotidien? C'est notre dernière partie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique, abstraite, réservée aux livres poussiéreux. C'est une philosophie de vie, une pratique quotidienne. Les stoïciens avaient des exercices pratiques qu'ils faisaient chaque jour. En voici les principaux. Premier exercice, la préméditatio malorum, la préméditation des maux, la visualisation négative. Chaque matin, avant de commencer votre journée, visualisez les difficultés que vous pourriez rencontrer. Deuxième exercice, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas pour être morbide. Ce n'est pas pour être déprimant. C'est pour réaliser que le temps est limité, que ta vie n'est pas éternelle. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais partir de cette vie à tout instant. Que cela gouverne tes pensées et tes actions. Quand tu réalises que ta vie est éphémère, fragile, temporaire, tu cesses de perdre du temps sur des querelles insignifiantes. Tu cesses de reporter ce qui compte vraiment. Tu te concentres sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est essentiel. Troisième exercice, l'amor fati, l'amour du destin. Ne te contente pas d'accepter ce qui arrive. Aime-le. Marc Aurèle disait « Ne dis pas « c'est un malheur », dis « c'est une chance de pratiquer la vertu, de montrer mon courage, ma résilience. » Chaque obstacle est une opportunité de devenir meilleur. Chaque difficulté est un exercice pour tes vertus. Quatrième exercice, l'examen quotidien.
Chaque soir, avant de dormir, Sénèque se posait 3 questions. 1. Qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? 2. Qu'ai-je fait de bien? 3. Qu'ai-je omis de faire? Première question. Qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? Où ai-je échoué? Où ai-je manqué de vertu? Deuxième question. Qu'ai-je fait de bien? Où ai-je réussi? Où ai-je agi avec sagesse, courage, justice, tempérance? Troisième question. Qu'ai-je omis de faire? Qu'aurais-je dû faire que je n'ai pas fait? Cet examen quotidien, cette auto-réflexion, permet de progresser chaque jour vers la vertu. Ces 4 exercices transforment la philosophie stoïcienne en mode de vie concret. Et c'est exactement ce que le stoïcisme a toujours été. Pas une théorie abstraite, pas une doctrine académique, mais un art de vivre, une discipline quotidienne, un chemin vers la paix intérieure. Alors, voilà, la philosophie stoïcienne dans sa forme complète, dans sa profondeur, dans sa cohérence. Récapitulons. La métaphysique stoïcienne, le logos, l'ordre rationnel qui structure l'univers. Vivre en accord avec la nature. La physique stoïcienne, tout a une cause, tout s'enchaîne. Accepter la chaîne causale, le destin. L'éthique stoïcienne, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Cultiver les 4 vertus. La psychologie stoïcienne, les émotions sont des jugements. Atteindre l'apathéia, l'ataraxie. La pratique stoïcienne, préméditatio malorum, memento mori, amor fati. Examen quotidien. Le stoïcisme nous enseigne ceci. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons absolument comment nous y répondons. Et c'est dans cette réponse, dans ce choix, que se trouve la paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « La paix intérieure vient de faire les bonnes choses, pas de posséder les bonnes choses. Pas de posséder une grande maison, pas d'être aimé par tout le monde, pas d'avoir une carrière brillante, mais de faire les bonnes choses, d'agir avec sagesse, avec courage, avec justice, avec tempérance. C'est cela, l'essence du stoïcisme. J'espère que ce cours vous a permis de comprendre non pas seulement ce que le stoïcisme dit, mais pourquoi il le dit. Les fondations philosophiques qui rendent cette sagesse si puissante, si cohérente et si actuelle 2000 ans plus tard. Si vous souhaitez approfondir votre pratique stoïcienne, j'ai créé un journal disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager. Parce que la philosophie stoïcienne a traversé 2000 ans, non pas par accident, mais parce qu'elle contient une vérité intemporelle sur la condition humaine. Merci de m'avoir écouté.